Donc moi c'est Nicolas Filzi, vous allez me retrouver sur internet avec le @filzi là que je vous ai mis un peu en avant. Avant d'enchaîner sur moi et sur ce que je vais vous raconter un petit peu autour du... Moi je vais parler plus de gestion de projet, même au-delà du produit, parce que je suis plus un entrepreneur qu'un product manager. Je fais du produit, mais surtout à travers des projets. Donc j'en parlerai un peu plus en détail après. Avant ça, petite présentation du wagon. Qui connaît déjà le wagon? Bon, il y a des gens qui ont fait le wagon dans la salle, mais qui a une petite moitié à peu près. Le wagon, c'est une école de code, on appelle ça un bootcamp, c'est d'inspiration américaine, mais c'est une boîte française qui s'est lancée il y a peut-être maintenant 10 ans à peu près, à Paris, et qui est présent actuellement dans plus de 40 villes dans le monde. Ils se sont lancés sur un système de franchise initialement, et puis il y a 3 ans, ils ont levé à peu près 19 millions pour racheter les franchises et continuer à poursuivre un peu de croissance. Qu'est-ce qu'on fait au wagon? Donc là, vous êtes dans l'ancienne franchise nantaise qui s'est fait racheter, vous verrez après, j'en reparlerai. Et qu'est-ce qu'on fait? On enseigne du développement web et de la data science en mode intensif pendant 10 semaines. Et on a lancé il n'y a pas longtemps des formations qui sont plus courtes, qu'on appelle des skill courses. Là, ça va être un peu plus diversifié, il y a du growth marketing, il y a du no-code, et c'est sorti vraiment le mois dernier. Il y a une petite logique de CPF, si vous avez plus de 250 € de CPF à disposition, vous allez pouvoir choper du financement avec la région sur les skill courses qui viennent de sortir. Les skill courses, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est vraiment beaucoup plus réduit, ça doit être 4 semaines peut-être de formation. Donc c'est des choses à portée de main, on va dire, même pour des gens qui bossent. Voilà à peu près tout sur le wagon. Pour m'introduire un tout petit peu, vous donner des billes sur qui je suis et pourquoi je vais vous raconter ce que je vais vous raconter. Moi je suis un entrepreneur, un développeur web et un enseignant aussi, j'enseigne le code, le développement web. Je suis passé par un bootcamp du wagon en 2015 et ça fait du coup 8 ans maintenant que je dev. Plutôt du web, plutôt du back-end, un peu de front aussi, pour ceux qui, j'imagine, vous connaissez à peu près tous ces termes-là. Si j'utilise des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire coucou et à me demander quoi. J'imagine que je suis en bonne compagnie ce soir, mais ça m'arrive assez régulièrement de... Qu'est-ce que tu me racontes faut que je zoome? Faut que je zoome. Ok, très bien. Ça m'arrive régulièrement de tomber sur des gens qui ne comprennent pas certains mots-clés, donc on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoint comme associé la franchise du Wagon Nantes en 2018 et on a revendu la boîte à la maison mère en 2021, ce qui m'a amené à monter avec des associés dans le coin, des entrepreneurs pas mal, une boîte qui s'appelle Stellar Studio. Stellar Studio, c'est quoi? C'est un startup studio qui veut bosser avec des dirigeants de PME et de TI, des entreprises traditionnelles, pour lancer du logiciel SaaS sur des problématiques dont personne n'a conscience. Ils vivent dans des emmerdements maximaux toute leur journée en organisation au quotidien. Et il y a des choses qui datent des années 90-2000 hein, dans leur système d'information. Et nous, on vient en fait bosser sur ces problématiques avec eux et potentiellement co-créer un logiciel qui va venir un peu changer les lignes de leur marché. Voilà. On a 2 projets en ce moment qui tournent, vous allez les voir passer un petit peu dans ma presse. On a un projet avec des concessionnaires indépendants de véhicules de loisirs et on a un projet avec le CHU de Nantes et surtout au sein du CHU des services de chirurgie qui doivent gérer des astreintes, on appelle ça astreinte vitale du coup logiquement, qui doivent gérer des astreintes tous les jours avec tout ce qui est planning, un peu de RH et aussi alerte pendant des astreintes. Tac, si je reprends le fil... Tac, oui, je suis aussi ambassadeur Notion. Vous avez peut-être remarqué que ma presse est sur Notion. Il n'y a pas de presse en bonne et due forme avec des slides. Tout ce que je fais, moi, quand je présente des choses sur Notion, je crois que je ne suis pas tout seul en plus. J'ai vu un autre speaker sur Notion aussi. Et je suis ambassadeur Notion. C'est un programme un peu, je sais pas, c'est pas élitiste, mais un programme un peu fermé, où en fait, c'est tout un groupe international de gens qui surkiffent Notion, qui vivent leur vie dedans. Et on a accès un peu en avant-première, et je vous parlerai un peu de teasing à la fin, d'un truc sur le project management, le product management aussi. Notion est en train de bouger un petit peu sur le sujet, il se passe des trucs un peu cool. J'ai pas le droit de vous en dire beaucoup plus, je vais juste vous teaser avec une image que j'ai floutée à mort, mais il y a des choses intéressantes dans Notion. Moi je vais surtout parler de Notion en fait aujourd'hui, vous l'aviez vu dans le titre de la presse, un peu de tips, un peu de retour d'expérience sur comment utiliser Notion pour faire de la gestion de projet. Avant ça, Delphine m'a demandé de parler un peu de ma définition du no-code. C'est intéressant aussi parce que moi je suis dev, et je suis un dev qui adore ce genre d'outils, ce qui n'est pas forcément évident, vous n'allez pas trouver ce genre de profil un peu partout, mais moi je suis un dev qui aime bien faire des produits, qui aime bien lancer des choses. La technique c'est un outil quoi, et justement pour moi le no-code c'est tout l'ensemble des outils que vous allez pouvoir découvrir même ce soir déjà dans un premier temps, qui permettent de construire ce que j'ai appelé des expériences utilisateurs,
des utilisateurs qui soient externes ou internes à votre société, à votre entreprise, à votre entité, à votre activité, sans code. Okay, c'est vraiment ça. Et en fait, quand on a dit ça, derrière ce truc-là, il y a un spectre un peu large qui rentre, dans lequel se rentrent plein d'outils. J'ai essayé de vous donner 2 axes que moi je vois assez, qui caractérisent bien les outils. Il y a un premier axe entre automatisation et ce qu'on appelle app builders, ce qui vous permet de construire des trucs, des applications, des sites web ou autres. Et en fait, dans le no-code, il y a un peu, entre ces 2 bornes, on va dire, sur le premier axe, il y a un peu tous les outils qui peuvent se positionner. L'autre axe, c'est l'accessibilité finalement. Il y a des outils qui sont hyper accessibles, qui vont être assez souvent limités du coup dans la personnalisation, dans les capacités de l'outil, mais qui vont vous permettre d'aller très très vite sur des solutions qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui vont demander beaucoup plus d'expertise. Si vous avez entendu parler de Bubble par exemple, Bubble ou même Webflow, hein, quand on regarde le website builder qui est Webflow, ça demande de l'expertise. Webflow, moi quand j'en parle avec des gens qui adorent l'outil, en tant que développeur, je leur dis, j'ai pas envie d'utiliser Webflow parce qu'en fait, je préfère travailler dans mon éditeur de texte parce que le gap entre Webflow et moi qui bosse en tant que développeur, il est très très petit. Par contre, pour des gens qui peuvent pas gérer un workflow de développeur, c'est vachement intéressant d'utiliser Webflow. Mais ça demande une grosse expertise. Okay, donc vous avez vraiment cette espèce de petite matrice que je vous partage là ce soir, c'est pour essayer d'évaluer un petit peu quand vous allez rencontrer un nouvel outil no-code, où le positionner finalement. S'il est très accessible, vous allez pouvoir faire des choses assez vite, vachement intéressant. Ça va être très souvent expliqué en fait dans tout ce qui est la copy marketing et compagnie, en comparaison d'un autre outil potentiellement plus compliqué. Okay, je fais souvent la comparaison, et je crois que d'autres speakers en parlent aujourd'hui, entre Software et Webflow justement. Moi, je parle beaucoup avec des entrepreneurs et je leur dis, si vous avez envie d'apprendre du CSS, Webflow, c'est très bien parce qu'il va falloir quand même comprendre un peu plus en détail comment on fait du CSS pour utiliser Webflow correctement, à part si tu te bases sur un template et que tu ne veux pas du tout y toucher. Software, à l'inverse, ça va vous forcer à faire des choix très ça va vous forcer à utiliser des composants spécifiques déjà construits et du coup, vous allez avoir beaucoup moins la main pour customiser le rendu et le résultat que vous visez, quoi. Mais en fait, c'est des questions qu'il faut vous poser à chaque fois que vous allez prendre un outil en main, quoi, un outil no-code. Ça va? C'était une bonne définition no-code? Delphine, tu valides? Top. Et du coup, dans tout ce que je viens de vous raconter, où se positionne Notion? Alors moi, je l'angle aujourd'hui sur un angle assez particulier qui est un espèce d'app builder, mais pour des applications internes. J'ai pris un exemple que vous connaissez tous, Stripe. Stripe, ils ont littéralement une équipe interne qui aide à construire leur propre, ce que j'ai appelé l'operating system de l'entreprise. Ils ont une équipe de produits, dev, je ne sais pas quoi, qui tourne seulement pour fournir des outils d'organisation à toutes les autres équipes de l'entreprise. Ça, c'est des investissements que Stripe peut faire parce qu'ils sont, ils sont Stripe, globalement. Ils appellent ça Stripe Home. Et en fait, Notion, dans ce contexte-là, est une alternative qui est hyper solide pour construire à peu près les mêmes outils en interne pour vous et votre fonctionnement sans avoir à déployer autant de moyens. Parce que vous ne pouvez pas vous le permettre en fonction de là où vous en êtes dans la trajectoire de votre boîte, on va dire. Et du coup, la conclusion de ça, et c'est une conclusion très dev-produit, on va dire, que j'aimerais partager avec vous sur cette partie-là, c'est quand vous construisez des choses dans Notion, en fait, il ne faut pas oublier ces réflexes de constructeur d'applications autres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir, quand on construit des choses dans Notion, comme on réfléchit quand on construit des applications classiques. Okay, je vous ai mis des mots-clés rapidement pour donner un peu un espèce de périmètre, mais il faut penser à user flows, il faut penser à ses user stories, il faut penser à ses contextes, il faut penser à ses domaines, etc. etc. Ce n'est pas parce que vous avez un outil Notion qui va hyper vite dans la construction d'espaces de travail, de façons de visualiser la donnée différente, qu'il faut s'abstraire de ce boulot-là. Et je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure sur les best practices qui sont liées à cet élément d'info. Ça va? Ouais. Alors pour vous illustrer ça un peu avant de revenir et de résumer ce que j'ai voulu sortir comme best practice, je vous montre un peu le workspace de Stellar Studio. Stellar Studio, on n'est que 6 pour l'instant, mais on fait du multi-projet où le but c'est de lancer des boîtes. Donc il faut intégrer un peu de complexité
au niveau des projets déjà qu'on veut lancer. Et en plus, par-dessus, nous, on a la complexité d'être un startup studio. Il y a du context switching, il y a des choses différentes à faire à différents niveaux en permanence. Et donc, on a très rapidement structuré notre espace de travail sur Notion. Et typiquement, un premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle le ground control. Donc, c'est le premier niveau. Et en fait, après, chaque associé du studio, chaque personne qui bosse va avoir ce qu'on a appelé le mission control avec son propre espace de travail. Et en fait, chaque espace de travail ne va pas être forcément constitué de la même manière en fonction du boulot de la personne et aussi des besoins qu'elle a en accès à la donnée et de la façon aussi qu'elle a de vouloir accéder à cette donnée. Les gens ne réfléchissent pas de la même manière. Et en fait, en partant des utilisateurs qui sont mes associés, on peut construire des espaces de travail qui ne sont pas exactement les mêmes. Tout ça par-dessus le même domaine métier. On est un startup studio, on a du multi-projet, on a des to-do, on a du suivi de projet, on a tous ces éléments-là que vous connaissez dans vos boîtes respectives. Mais chaque associé va avoir sa façon de travailler les sujets et même des sujets en particulier plus précisément. Ça va ? Donc on a construit ensuite des espaces de travail séparés pour chacun d'entre nous. Et en même temps, on a en fait au niveau de ground control une espèce de visibilité et de vision un peu plus haute de tout ce qui se passe en parallèle. Là, typiquement, vous avez ce qu'on a appelé les gros focus du moment, qui sont en fait dans un autre jargon des epics. C'est juste qu'il y a des epics qui sont un peu mis en avant par rapport à d'autres. Et en fait, dans notre Kanban, on va dire, qu'on a appelé Momentum, on a tout un tas de tâches, c'est un bordel sans nom. Chacune va être reliée à une epic ici de ce côté-là. Et ça, en fait, on le regarde très peu finalement. On l'organise de temps en temps, à échéance régulière, mais on va très peu le regarder. Moi, je vais passer ma vie à un niveau d'en dessous qui est mon propre workspace, où je vais aussi pouvoir organiser du coup ce que j'ai envie de voir dans mes tâches de Kanban. Donc attention, gestion de projet, pas gestion produit. Et vous allez pouvoir ensuite rapatrier des datas grâce à Notion qui viennent d'autres projets. Là, moi, j'ai mon Kanban à moi au niveau du studio, j'ai mon Kanban aussi au niveau d'un projet en particulier que je peux faire remonter dans mon dashboard personnel. Je n'ai pas besoin d'aller tripatouiller le projet en particulier pour faire remonter mes infos ici. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je pense que là, dans les workspaces, j'ai plus grand-chose. Ici, tac. OK. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce que j'ai montré ou je peux enchaîner sur mes best practices? Je tiens le timing, on est bien? Ouais. Voilà. OK, bah, tant mieux, trop bien. Alors, hop, j'ai perdu ma presse, elle est ici. Très bien. Du coup, en best practice, quand vous allez utiliser Notion pour votre gestion de projet, ça vaut aussi pour de la gestion de produit. Globalement, réfléchissez d'abord à vos user flows et surtout aux entités qui sont liées à ces user flows. Comme quand vous réfléchissez à votre domaine, le domaine métier de votre application, vous allez y réfléchir avec certaines entités. Il y a toujours un utilisateur. En fonction du domaine, ensuite, il va y avoir des choses très précises. Si on pense à mon calendrier tout à l'heure d'astreinte vitale, on va avoir des créneaux d'astreinte, on va avoir des médecins, on va avoir des alertes, on va avoir tous ces éléments-là. C'est la même chose quand vous organisez comme ça dans Notion votre espace de travail interne. Et en fait, ces entités que vous allez dessiner finalement, vous allez délimiter, ça va être ce que vous allez devoir mettre dans vos futures bases de données. Notion a un système de base de données qui est hyper puissant. La plupart des gens qui font de la gestion de projet et qui me disent que Notion, c'est pas un kiff pour eux, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert le pouvoir de la base de données dans Notion. La base de données dans Notion, c'est quoi? C'est un moyen de rassembler tout un tas de pages au même endroit, d'ajouter de la metadata par-dessus. C'est ce que je vous ai montré quand on était, par exemple, si je reviens ici. Ça, c'est une base de données. C'est une base de données qu'ici, j'ai choisi de visualiser sous forme de Kanban. Vous connaissez tous le Kanban, mais en fait, je pourrais aussi vouloir le visualiser sous forme de, si je remonte en arrière ici, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, si je vais dans plomberie nettoyage, c'est la même donnée ici, c'est la même donnée, c'est la même base de données, mais que je visualise sous forme de table, avec toutes les métadatas que j'ai envie de gérer en plus par-dessus. OK? Donc globalement, là, quand on regarde, ça c'est quoi? C'est notre to-do, c'est nos to-do global sur les projets. C'est les gros cailloux des projets et du studio. Moi, j'ai créé une nouvelle entité dans ma logique de gestion au quotidien. Ce que j'ai appelé les quick actions, c'est les petits cailloux. C'est les petits trucs de flux, quand je dois envoyer des emails, relancer des gens, débriefer quelqu'un, que je ne vais absolument pas faire intégrer à des gros cailloux de nos projets, au plus gros chantier. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais du mal à être efficace. Et je me suis dit, OK, comment je modélise un nouveau système avec une nouvelle base de données
qui va me permettre en fait, de représenter des tâches beaucoup plus microscopiques. Okay, et quand on regarde ici, mes tâches microscopiques, elles sont quand même liées à une autre entité de mon domaine métier à l'intérieur du studio qui est les projets qu'on gère. Okay, et on a un projet un peu vide qui est là pour représenter le studio, on a un projet pour l'application des concessionnaires, on a un projet pour l'application du CHU. Tac. OK. Ce qui est intéressant quand vous vous efforcez de réfléchir à « OK, j'ai des éléments, des entités dans mon domaine et je veux mettre ça dans des bases de données », c'est qu'en fait, ça ne vous empêche pas ensuite de créer des pages un peu sympas avec de la navigation qui ne ressemble pas à une table un peu difficilement navigable. Parce que dans Notion, vous avez des liens to page, des links to page. C'est une fonctionnalité où vous pouvez copier-coller n'importe quel lien d'une page X ou Y ailleurs et vous allez avoir un lien vers cette page directement. Donc ça veut dire qu'en fait, en mettant tout dans des bases de données et en prenant ces liens pour organiser quelque chose, vous pouvez finir par avoir quelque chose qui va ressembler à un espèce de wiki, comme ça. Okay, et en fait, vous allez arriver dans des éléments de base de données particuliers si jamais vous avez besoin de les représenter de telle manière. Et je dois revenir en arrière. Hop, OK. Pourquoi les bases de données, c'est important? C'est parce qu'en fait, très souvent, vous avez besoin de métadonnées. Vous avez besoin de métadonnées sur vos éléments dans votre domaine métier de boulot. Et par-dessus ces métadonnées, vous allez mettre des workflows en place pour travailler. Vous allez voir des automatisations avec ce que j'ai décrit en dessous, là, les templates de bases de données récurrents. Dans Notion, vous pouvez demander à Notion, toutes les 2 semaines, de vous créer une page dans laquelle il y aura déjà tout un contenu de structuré en mode Standard Operating Procedure, et ça va vous le créer à telle heure. Comme ça, vous n'avez même pas à réfléchir à créer le document, boum, vous arrivez, vous mettez dedans. On fait ça toutes les semaines avec mes associés. En fin de semaine, on appelle ça une pancine fondateur. Et du coup, on a une Notion qui crée ce genre de document automatiquement pour nous. Paradoxalement, attention, je vous dis, il faut mettre ça dans des DB, mais il ne faut pas non plus avoir 2000 DB. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers de DB un peu partout. Okay, si vous vous retrouvez à créer toujours plus de bases de données, dès qu'il y a des bases de données qui se ressemblent un peu dans des usages, ça veut dire que vous avez peut-être à extraire quelque chose qui est quelque chose de commun, qui appartenait à votre domaine, mais dont vous n'aviez pas encore conscience, dans votre travail, dans votre workflow ou autre. Sinon, vous allez avoir un problème qui est assez classique dans Notion, quand vous voulez vous organiser, c'est que l'information, elle est éclatée. Elle est partout, elle est perdue dans des tréfonds de pages ou de bases de données à l'intérieur d'autres pages. Et en fait, vous n'arrivez pas à la travailler, les membres de votre équipe n'arrivent pas à la travailler non plus. Donc attention à ne pas multiplier les bases de données. Quand vous regardez mon workspace, là, je pense qu'en tout et pour tout, on a, en vraie base de données, on en a avoir 7, des vraies bases de données importantes. Et on essaye de plier en fait, les informations qu'on génère avec notre travail dans ces bases de données. Évidemment que de temps en temps, on a besoin de bases de données ad hoc pour gérer un sujet en particulier qu'on n'a pas encore ramené au niveau de l'organisation. Mais faut avoir ce réflexe aussi dans l'autre sens, c'est de ne pas s'éparpiller en créant trop de bases de données dans Notion. 2 dernières choses, du coup, comme une application classique, vous avez l'habitude de bosser sur l'application que votre entreprise commercialise, votre workspace a régulièrement besoin d'évoluer, d'être repensé ou restructuré, clairement. C'est un sujet dans des plus grosses organisations. Quand les boîtes se sont mises dans Notion, ça fait déjà un bon moment que les boîtes vont recruter des espèces de Notion archivistes ou Notion organizer, Notion architectes, parce qu'en fait, ils reconnaissent le besoin d'avoir des gens dont c'est le travail au quotidien de réfléchir à comment cet outil, il aide les autres équipes à bosser correctement. Et là, on revient sur l'exemple que je vous donnais avec Stripe tout à l'heure. En fait, chez Stripe, ils ont les moyens, donc ils ont une vraie équipe avec des devs et compagnie. Mais en fait, le chemin où on commence à utiliser Notion, pas nombreux, et en fait, on grossit, nos usages sont de plus en plus compliqués, il y a de plus en plus de choses qui s'y passent, nécessite forcément, de temps en temps, ou que quelqu'un s'en occupe parce que c'est son job, ou que l'organisation repense un petit peu à son espace de travail. Et pour finir un petit peu, du coup, ne pas hésiter à utiliser les features de Notion Luc ou Leia. Il y a plein de fonctionnalités intéressantes pour faire de la gestion de projet de manière semi-automatique. Je vous ai montré pas mal de choses autour des views. On les a vues sans que je les nomme, mais vous pouvez voir la même donnée sous plein de formats différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les views dans Notion. C'est à utiliser à l'infini. Parce qu'en fait, la même donnée
vous allez avoir besoin de la traiter en fonction d'un workflow utilisateur pour vous, de manière complètement différente, et donc avec une façon de la regarder complètement différente. Quand vous avez des logiques de calendrier, il y a de la timeline, il y a du calendrier aussi, mais en fait, ça peut être aussi votre Kanban. Et donc, votre Kanban, il avance, il a des deadlines. Et quand vous pensez en mode deadline, en mode j'essaie de faire tomber les dominos pour ce projet en particulier, vous allez avoir envie de voir la même donnée, mais sous un format calendrier. Et du coup, en multipliant ces trucs-là, en gardant la donnée un peu dense, on a une base de données qu'on visualise de plein de manières différentes, vous êtes capable d'orchestrer tout un tas de workflows intéressants. Autre chose dont j'ai déjà parlé, template de DB récurrent. Donc ça va ressembler, si je vous montre rapidement, ça va ressembler à ça. Donc je vous parlais des Pansine fondateurs tout à l'heure. Dans une base de données avec Notion, vous allez avoir la capacité depuis quelques mois de setuper des templates qui vont se répéter tous les N mois, semaines, jours, heures, comme vous voulez. Ça va ressembler à ça, c'est hyper simple. Et en fait, le template, c'est quoi? Si je vous le montre ici, en fait, c'est juste une page qui est pré-remplie avec les informations dont vous avez besoin pour procéder au meeting, procéder au workflow que vous avez besoin de mettre en place. Autre chose d'intéressant, tac. Autre chose d'intéressant, il est sorti très récemment, comment on appelle ça? Template buttons, c'est des boutons dans lesquels vous allez pouvoir orchestrer la création, l'édition, la recherche, l'ouverture de n'importe quelle page dans votre espace de travail. Et alors ça va être un moyen pour vous de dire, OK, on a une procédure qui est régulièrement à lancer, à faire tourner. Et en fait, ce genre de bouton va vous permettre, si j'illustre ici directement, vous avez un bouton avec un workflow. Pour ceux qui ont utilisé Zapier ou Make, vous avez cette même logique qui commence à arriver dans Notion. Pour l'instant, c'est hyper limité. Vous allez pouvoir ajouter des blocs, donc des bouts de texte ou autres, des images, n'importe. Vous allez pouvoir ajouter des pages dans une base de données. Vous allez pouvoir éditer des pages existantes si jamais vous avez besoin d'un workflow qui ressemble à ça. Vous avez une petite pop-up, un truc intermédiaire en mode vous êtes sûr de vouloir faire ça. Et vous allez pouvoir ouvrir n'importe quelle page aussi de la manière que vous avez envie de l'ouvrir. Donc typiquement, il y a des workflows assez sympas où vous allez pouvoir cliquer sur un bouton, créer du contenu et ouvrir la page en slider sur le côté pour commencer tout de suite à bosser. Ça, c'est que le début. Ils ont racheté une boîte d'automation il y a 1 an et demi, je crois, une boîte indienne. Et du coup, c'est un gros taf. Typiquement, la next step, ça va être de nous permettre de rentrer de la data, c'est-à-dire de pouvoir demander à l'utilisateur un petit formulaire, de rentrer de la donnée pour créer les pages, pour faire des choses comme ça. Et là, plus ça avance et plus on se rapproche d'un app builder dont je parlais tout à l'heure. Vous allez vraiment pouvoir construire un peu ce que vous voulez. Dernière chose, et un peu c'est pas du teasing là, mais c'est sorti je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ils sont en train de bosser très fort, c'est le teasing qui arrive après, sur de la gestion de produits, gestion de projet. Et ils ont sorti une feature de wiki tout récemment pour essayer d'aider les gens à organiser de manière un peu plus structurée des logiques de wiki. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Vous aviez des templates, c'était très bien dans Notion, mais vous n'aviez pas un guide fait par Notion, un composant, on va dire, pour gérer votre wiki. Ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Et pour conclure sur le teasing, donc ça, c'est le Slack de Notion Ambassador. Et ils ont, je crois, 200 personnes dans un channel un peu en mode bêta où il y a des features qui sortent pour aider les project et product managers à beaucoup plus turbiner dans Notion sur les logiques classiques de product et de project management. Je ne peux pas vous en montrer plus. J'ai même pas vet avec l'équipe Notion que j'avais le droit de montrer juste le titre du channel. Donc je ne sais pas trop, voilà, on verra. Mais il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs hyper intéressants. Il n'y a pas très longtemps, ils ont bossé aussi sur l'intégration des GitHub Issues et des GitHub Projects directement dans Notion. Il y a des choses autour de ça qui sont en train de tomber et qui vont être encore plus comment dire, booster d'un boulot de PM dans un outil comme Notion. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris des trucs et je laisse la parole à la suite. Merci.